Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de présentation du dispositif Handigynéco en Bretagne. Et un grand merci pour votre présence à tous. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques notions pratiques. Comme nous sommes dans un format webinaire, vous avez la possibilité de poser des questions avec l'onglet QR et par contre, il n'y aura pas de chat de discussion. Il y aura un temps donc de présentation du dispositif et puis nous réservons bien sûr un temps pour répondre à ces différentes questions que vous nous aurez posées. Par contre, pour la fluidité des échanges, réservez cet onglet QR uniquement pour vos questions et voilà, pas d'autres échanges. Donc je vais tout de suite passer la parole au docteur Gwenaëlle Corbet, qui est conseillère médicale à l'ARS Bretagne. Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que j'ouvre ce webinaire de présentation du dispositif Handigynéco en Bretagne. Alors pour vous présenter rapidement la démarche Handigynéco qui va être développée tout au long de ce webinaire, les constats sont que les femmes en situation de handicap rencontrent des obstacles pour accéder à la prévention et aux soins courants gynécologiques et obstétricaux. Ces obstacles sont une accessibilité qui peut être limitée, une expression des besoins par les femmes qui peut être parfois difficile, le manque de formation et de connaissance du handicap de la part des professionnels de santé, la nécessité d'un temps de consultation plus long et une réalité socio-économique qui est souvent plus défavorisée. Tous ces constats conduisent à un moindre suivi gynécologique des femmes en situation de handicap par rapport à la population générale, et ce, en deçà des recommandations de la HAS. Handigynéco est issu d'une étude qui a été menée en Île-de-France en 2016-2017 pour évaluer les besoins en soins gynécologiques des femmes en situation de handicap, cartographier l'offre de soins de la filière gynécologique et obstétricale et mesurer les difficultés rencontrées par les professionnels pour les prendre en charge. Alors, cette démarche en Île-de-France a eu du succès et s'est fait connaître, ce qui a conduit à inscrire cette démarche dans la feuille de route de la Stratégie nationale de santé sexuelle 2021-2024. Il s'agit de la mesure 18, améliorer l'éducation à la sexualité et la prise en charge gynécologique des personnes en situation de handicap accueillies en établissement médico-social. Le comité interministériel du handicap de juillet 2021 a inscrit cette démarche Handigynéco et en 2022, cette démarche a été étendue à 2 autres régions en plus de l'Île-de-France, à savoir la Normandie et la Bretagne. Et enfin, Emmanuel Macron a annoncé lors de la conférence nationale du handicap du 26 avril 2023 la généralisation de cette démarche Handigynéco. Concernant la mise en place de cette démarche en région Bretagne, l'ARS soutient bien sûr cette démarche Handigynéco qui s'inscrit dans un dispositif plus large qu'on a mis en place depuis maintenant quelques années en région Bretagne avec l'ensemble des acteurs concernés, un dispositif d'appui à la réalisation des soins de qualité pour les personnes vivant avec un handicap. Ce dispositif régional, pour tout âge et pour tout type de handicap, s'est construit selon un principe de gradation de l'offre qui va également s'appliquer à Handigynéco parce qu'on souhaite que ce soit d'abord le niveau 1 qui soit mobilisé, à savoir le droit commun, qu'il s'agit d'appuyer par des formations, des outils adaptés. Le niveau 2, qui sont les consultations dédiées, les Handi Access, situées dans les 4 départements bretons. Et ensuite, nous avons l'appui du pôle Braille Santé Handicap. Et je vous invite à consulter, si vous êtes intéressé par l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, leur site qui est très bien fait avec une mine d'informations. Donc, c'est www.braille-santé-handicap.fr. Cette démarche Handigynéco pourra s'appuyer en Bretagne sur le centre ressources Intimagir qui a été mis en place début 2023 et qui va vous être présenté. Et nous soutenons à l'ARS Bretagne ce dispositif avec un financement de 125 000 € par an sur 3 ans. Sans plus attendre, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet avec le programme suivant. D'abord, la présentation de ce centre ressources Intimagir Bretagne et de la démarche Handigynéco avec Clarisse Métayer, chargée de mission pour l'association Braille Handicap, et Sophie Garcia, sage-femme référente Handigynéco Bretagne, suivi d'un retour d'expérience du RSVA sur Handigynéco Normandie, déployé conjointement avec l'ARS Normandie, avec Clotilde Duranton, chargée de mission santé et référente Handigynéco au RSVA, et Stéphanie Barbier, sage-femme libérale participant à la démarche Handigynéco Normandie et présidente de l'URPS des sages-femmes libérales de Normandie, suivi, comme on vous l'a indiqué, d'un temps réservé aux questions-réponses. Sans plus attendre, je vous souhaite un très bon webinaire.
Merci, docteur Corbet, pour cette introduction. On va commencer par se présenter. Moi, je suis Sophie Garcia, je suis sage-femme et donc je serai référente handigynéco. Et puis donc, je suis accompagnée, je vais essayer de présenter. Oui, donc moi je suis Clarisse Métayer et donc je suis chargée de mission pour l'association Braise Handicap et plus particulièrement pour le centre ressources Intimagir Bretagne. Donc justement, aujourd'hui on veut commencer par vous présenter brièvement le centre ressources puisque comme a pu l'expliquer le docteur Corbet, le dispositif Handigynéco va pouvoir s'appuyer sur le centre ressources Intimagir pour son déploiement. Donc, le centre ressources Intimagir Bretagne a vraiment un cadrage national, puisqu'en fait, c'est dans le cadre du Grenelle des violences conjugales lancé le 3 septembre 2019, mais aussi du comité interministériel du handicap du 3 décembre 2019, et puis en déclinaison de certaines stratégies, comme la stratégie nationale de santé sexuelle, et également celle de soutien à la parentalité qui s'appelle Dessine-moi un parent, qu'il a été prévu de mettre en place en fait dans chaque région en France un centre ressources dédié à la vie intime, affective et sexuelle et au soutien à la parentalité des personnes en situation de handicap. Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment la mise en place dans chaque région en France d'un centre ressources Intimagir. Et donc pour la Bretagne, c'est l'association Braise Handicap qui a été missionnée par l'ARS pour mettre en place le centre ressources. Donc quels sont les objectifs? Ce sont des objectifs communs également avec les autres centres ressources des autres régions. C'est de promouvoir la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap, ainsi que leur parentalité, mais également de lutter contre les violences faites à l'égard de ces personnes. Donc 3 grandes thématiques. Quelles sont les missions des centres ressources? En fait, globalement, tous les centres ressources ont les mêmes missions communes, les 4 premières que vous voyez inscrites sur ce diaporama. Et nous, forcément, une 5e qui nous a été confiée par l'ARS, qui est le déploiement d'Handigynéco. Donc, pour vous présenter un peu brièvement ces missions, la première, c'est de créer un annuaire cartographique des acteurs ressources. Donc, l'objectif, c'est d'améliorer la lisibilité de l'offre existante, donc justement sur les acteurs qui interviennent, donc sur la vie affective et sexuelle, mais également sur le soutien à la parentalité ou encore la lutte contre les violences. L'autre objectif, bien sûr, de cet annuaire, c'est d'aider les personnes en situation de handicap et leurs proches à trouver des professionnels et structures près de chez eux. Forcément, cette action va nécessiter pour nous cette année la création également d'un site internet propre à Intimagir. Notre deuxième mission, c'est de mettre en lien les acteurs du territoire. Là, l'idée, c'est de favoriser l'interconnaissance des acteurs qui interviennent souvent sur des thématiques similaires ou connexes, mais également de recueillir des besoins des acteurs et des personnes concernées. Donc là, il y a plusieurs actions qui vont pouvoir se mettre en place pour mener à bien cette mission. Et nous, l'action principale, c'est d'organiser des rencontres territoriales par département, auxquelles seront conviés donc les professionnels, mais également les personnes concernées et leurs proches, pour pouvoir échanger sur ces thématiques et recueillir leurs besoins. Notre troisième mission, c'est de mettre en place des espaces d'accueil et de rencontre. Donc cette mission va se développer plus tard, puisque l'objectif, c'est de permettre aux personnes concernées de rencontrer des professionnels qui répondront à leurs questions et qui pourront les orienter vers les bonnes ressources, mais également d'organiser des temps d'échange entre pairs. Et cette mission se développera plus tard, puisque le centre ressources ne va pas créer de nouveaux lieux d'accueil, mais plutôt s'appuyer sur les acteurs identifiés qui font déjà du temps d'accueil pour le public et qui seraient d'accord pour développer, par exemple, des permanences Intimagir. Notre quatrième mission, pareil, qui va se développer plus tard puisque c'est un gros chantier, c'est de proposer des ressources accessibles et diversifiées aux personnes en situation de handicap. Donc notamment sur un espace numérique qui sera hébergé sur le futur site internet d'Intimagir. Et là, il y a vraiment un point très important pour nous sur l'accessibilité. Il faut que les ressources qu'on propose soient accessibles, mais également l'outil qui sera mis à disposition lui-même doit être accessible. Donc voilà pour ces 4 missions principales. Et donc la 5e qui nous a été confiée par l'ARS Bretagne, de déployer la démarche Handigynéco en Bretagne. Je n'en dis pas plus, je laisse la parole à ma collègue Sophie pour vous présenter la démarche. Alors, la démarche Handigynéco, tout d'abord, c'est une démarche qui concerne certains établissements médico-sociaux. Ce sont les foyers d'accueil médicalisés et les maisons d'accueil spécialisées, donc les femmes et les MAS. Et ce sont en fait des sages-femmes libérales qui sont formées au handicap, qui vont intervenir dans ces établissements. Elles vont en fait avoir comme action d'améliorer l'accès aux soins gynécologiques des femmes qui sont accueillies donc, dans cet établissement,
et puis de sensibiliser les professionnels et également les résidents sur la vie intime, affective et sexuelle, et puis les violences faites aux femmes. Et donc cette démarche va reposer sur 2 actions. Il y aura des ateliers de sensibilisation, donc sur la vie affective, intime, sexuelle et les violences faites aux femmes, qui seront à destination des professionnels donc, et des résidents. Et puis, il y aura des consultations gynécologiques individuelles pour les résidentes. Alors, qu'est-ce qu'une consultation gynécologique avec une sage-femme? Là, ce sont donc des consultations qui sont spécifiques, auprès d'un public particulier. Donc, c'est pour ça que les sages-femmes seront formées. Et il faut savoir qu'en fait, une consultation gynécologique avec une sage-femme, eh bien, c'est pour les femmes à tous les âges de la vie. Ce n'est pas uniquement la période où on a nos cycles. Ça peut être proposé, bien sûr, aux femmes qui sont ménopausées, aux jeunes femmes. Et puis, c'est aussi pour les femmes, quelle que soit voilà, la sexualité qu'elles ont. C'est l'occasion, la consultation, en fait, d'avoir un temps d'échange avec une professionnelle, et puis d'avoir quand même tout d'abord un temps pour apprendre voilà, à se connaître, on n'est pas directement dans un acte de soin. Et puis une consultation, c'est l'occasion d'avoir des actions de prévention, d'éducation à la santé, et puis tout un dépistage, donc sur les violences faites aux femmes et tout ce qui est dépistage aussi autour du cancer, etc. Et puis, il y a tout un échange aussi qui est fait autour de la vie intime, la vie affective, la vie sexuelle. Et puis, on peut proposer un examen clinique. Alors là, il y a une gradation. On peut tout d'abord démarrer par une consultation blanche. Ça permet voilà, d'avoir une habituation aux soins. Et on peut aussi proposer une consultation plutôt à minima, un examen avec une palpation mammaire, par exemple, une inspection de la vulve. Et éventuellement, on peut aussi proposer un examen plus complet avec un toucher vaginal, un examen spéculum, etc. La consultation avec une sage-femme va mettre en œuvre les compétences transversales de la sage-femme. On n'est pas uniquement dans le soin, on est vraiment dans l'échange. Ça permet aussi, quand on s'entretient avec une sage-femme, d'aborder les questions autour de la féminité, de comment on vit sa féminité. C'est aussi une question autour de l'identité, son identité de femme, qui est une question importante quand on touche aux femmes qui sont en situation de handicap. Alors, il y a un deuxième axe qu'on a voulu mettre en place dans le dispositif Handigynéco, c'est également de former les étudiants sages-femmes en handicap. Donc pour l'instant, c'est un projet voilà, qui est tout à fait débutant. On a contacté les écoles de sages-femmes de Brest et de Rennes pour leur proposer de les accompagner dans la mise en œuvre d'actions de sensibilisation et éventuellement de formation en handicap auprès des étudiants sages-femmes. Alors, la démarche donc, va se déployer en Bretagne. Alors, Clarisse, je te laisse prendre la suite. Merci. Donc, effectivement, maintenant que vous avez un peu une meilleure idée, donc vraiment en quoi consiste la démarche Handigynéco, on va vraiment vous présenter comment la démarche va se déployer sur la région Bretagne. Donc, en fait, il y a des grandes étapes au déploiement de ce projet, qui sont bien évidemment ce qu'on fait aujourd'hui avec vous, qui est vraiment une étape importante, c'est-à-dire de présenter la démarche Handigynéco aux acteurs concernés. Ensuite, après ce webinaire, ça va être d'identifier et d'appareiller, donc de coupler, les établissements et sages-femmes volontaires. Ensuite, ce sera de rencontrer les acteurs de la démarche et de préparer les interventions. Dans un avant-dernier temps, il y aura la question de former les sages-femmes participant à la démarche. Et après, la finalité du projet, bien sûr, de démarrer les consultations et les ateliers. Donc, pour vous présenter un peu plus précisément ces différentes étapes, pourquoi donc présenter la démarche Handigynéco aujourd'hui? C'est avant tout pour pouvoir, comme je vous le disais, après, identifier les acteurs qui vont souhaiter participer à la démarche. Mais c'est également pour informer l'ensemble des professionnels qui interviennent dans le champ du handicap, pour après favoriser le travail en réseau des sages-femmes qui vont intervenir dans le cadre de la démarche. Alors, qui sont les principaux acteurs concernés par contre par cette démarche? Ce sont donc en fait les sages-femmes libérales,
Donc pourquoi les sages-femmes libérales plutôt que des sages-femmes qui interviennent par exemple en institution? C'est vraiment pour une question d'organisation. Il sera plus simple pour une sage-femme libérale de dégager par exemple parfois une demi-journée pour intervenir en établissement. Avec des sages-femmes qui interviennent en institution, il faudra se dégager un temps au préalable nécessaire pour pouvoir faire les interventions. Donc voilà pourquoi ce sont les sages-femmes libérales qui sont concernées. Sur les établissements médico-sociaux concernés, ce sont plus particulièrement les foyers d'accueil médicalisés et les maisons d'accueil spécialisées. Donc là, ça s'explique en fait par le fait qu'il y a vraiment une population dite prioritaire qui a été identifiée au sein de ces structures, avec des femmes qui ont souvent très peu de suivi gynécologique. Et donc, dans le cadre de la démarche handigynéco, la priorité, c'est vraiment l'accompagnement de ce public. Donc comme, le public, majoritairement concerné, ce sont les femmes et les masses, on a décidé, d'adresser une enquête, en mai 2023 aux femmes et masses bretons, dans le but de présenter aujourd'hui lors du webinaire, un peu un état des lieux du suivi gynécologique des femmes accueillies dans ces structures et les besoins et difficultés rencontrés pour accompagner la vie intime et sexuelle des résidents et prévenir les violences. Donc on a eu un petit peu moins d'un tiers, des réponses qu'on aurait, pu avoir, puisqu'en fait en Bretagne, il y a un peu plus de 90 établissements concernés, femmes, masses et EAM, et établissements d'accueil médicalisés. Et donc, au moins sur ce tiers de réponses, l'intérêt quand même, c'est que donc sur ces 27 établissements, on a une représentation de tous les types de handicap et également des établissements qui sont répartis sur l'ensemble de la Bretagne. On a vraiment eu des réponses, au niveau de tous les départements. Donc sur la première question qui a été posée dans le cadre de cette enquête, c'était de savoir, enfin voilà, s'il y avait, si on pouvait nous indiquer le pourcentage de femmes ayant un suivi gynécologique. Donc là, sur les répondants, on voit qu'il y a 59 qui ont estimé que, voilà, il y avait quand même plus de la moitié des résidentes qui avaient un suivi gynécologique, mais il y a, à l'inverse, quasiment 40 qui ont répondu: «Oui, mais moins de la moitié», «Très peu» ou «Non, aucune». Donc c'est quand même un chiffre, assez conséquent et une fois de plus sur la base, d'un tiers, seulement, des établissements concernés. On a posé, la question à ces structures, de savoir s'ils rencontraient des freins à l'accès aux soins gynécologiques et là on voit que, voilà, le résultat est quand même, assez flagrant puisqu'on a 96 des structures qui disent que oui, il y a des freins à l'accès aux soins gynécologiques et simplement 4 qui ont répondu non. Donc sur les freins identifiés, ça a pu être, des refus. Vous avez le nombre à chaque fois, d'indiquer au niveau, des freins identifiés et donc beaucoup des structures nous ont dit, bah, des refus, des craintes, compréhension et acceptation difficile par les résidentes. Plusieurs aussi nous ont parlé de la disponibilité des professionnels, donc médecins, sages-femmes, mais également de matériel et outils inadaptés comme, voilà, le manque de documents faciles à lire ou à comprendre, de tables d'examen, inadaptées. On a ensuite demandé s'il y avait des actions qui ont été mises en place face à ces freins. Et donc, la moitié des répondants ont mis en place des actions, comme par exemple, justement, on voit l'intérêt aujourd'hui de la démarche, des partenariats avec des sages-femmes libérales ou également des partenariats avec des gynécologues. Un point intéressant aussi, puisque justement, ça va concerner la démarche handigynéco, le travail avec les handi-accès ou également des suivis avec le planning familial. Donc sur la partie davantage, des difficultés pour accompagner donc, des résidents sur la vie affective et sexuelle et prévenir les violences, on a 59 des structures qui ont dit que oui, ils rencontraient des difficultés sur ces thématiques, pour accompagner les résidents. Et sur ce qu'ils ont pu, préciser comme difficulté, il y avait le manque de temps, d'information, de formation des professionnels et également le fait que c'est souvent, très souvent, des sujets tabous. Sur les actions mises en place pour, faire face à ces difficultés, il y avait donc en réponse les groupes de parole, de la formation, de la sensibilisation ou encore l'utilisation de mallettes pédagogiques, le recours à la médiation, voilà. Vous pouvez, voir les différentes actions mises en place. On a posé la question de savoir s'il y avait un besoin de formation des équipes sur certaines thématiques. Et là, sur le nombre de répondants, 48 ont dit que oui, il y avait un besoin de formation sur les violences sexuelles, 37 sur le sujet de la contraception, 30 sur le dépistage des IST. Et là, à nouveau, un chiffre encore très intéressant, ce sont 81 qui disent qu'il y a un besoin de formation sur la sexualité. Ensuite, on s'était intéressé comme dernière question sur cette enquête, à savoir s'il y avait un manque d'informations identifié chez les résidents sur donc, ces thématiques, notamment la sexualité, la contraception, le consentement.
Et donc là, on a quand même un gros pourcentage qui ont répondu oui chez quelques résidents ou oui chez plus de la moitié des résidents, où il y avait vraiment un manque identifié d'informations sur ces thématiques. Donc voilà, c'était vraiment important pour nous aujourd'hui de vous montrer les résultats de cette enquête. On vous remercie beaucoup d'y avoir participé. Et surtout, pour les établissements qui n'auraient pas répondu, vous pouvez encore le faire puisque c'est vraiment des chiffres qui sont importants pour nous, qu'on va conserver et l'enquête n'est pas fermée. Donc n'hésitez pas à continuer à répondre à l'enquête. Pour revenir davantage sur les étapes de mise en place de déploiement de la démarche Handigynéco, la deuxième étape, après le webinaire d'aujourd'hui, ça va être d'identifier et d'appareiller les établissements et les sages-femmes volontaires. Donc en fait, pour identifier ces acteurs qui souhaitent participer à la démarche, on va vous adresser, donc à toutes les personnes inscrites, un questionnaire et également on va transmettre ce questionnaire aux instances territoriales, donc il sera en ligne. C'est un questionnaire qui est très rapide, vraiment quelques informations plutôt d'ordre administratif, puisqu'en fait, le déploiement de la démarche va se faire au fur et à mesure. On ne peut pas intégrer dès la première année l'ensemble des établissements volontaires. Et donc, pour intégrer au fur et à mesure et former les nouvelles sages-femmes également au fur et à mesure, la démarche va se déployer sur plusieurs années. Et donc, chaque année, l'appariement des établissements et des sages-femmes va se faire sur la base de 2 critères. Un premier critère de proximité, c'est-à-dire que, par exemple, si on a un établissement qui est situé à Paimpol et qu'il y a une sage-femme d'identifier volontaire également à proximité de cet établissement-là, on va déjà pouvoir voir que ces 2 acteurs vont pouvoir travailler ensemble. Mais on va prendre également en compte un deuxième critère qui est le critère géographique, puisqu'on tient à déployer de manière simultanée sur l'ensemble de la région, donc dans chaque département, le dispositif. Donc on fera bien attention aussi à ce que chaque année, il y ait des établissements situés dans chaque département. Voilà, donc pour la suite, je vais redonner la parole à ma collègue. Alors, tout d'abord, quand on va être plus dans la phase donc de déploiement de la démarche, ça sera plutôt cet été, où on va commencer, en fait, suite aux réponses des différents des questionnaires qu'on aura envoyés aux établissements et aux sages-femmes, eh bien, on va voir quels établissements sont d'accord pour intégrer la démarche, et puis quelles sages-femmes également sont volontaires. On va commencer par faire connaissance, identifier les besoins et les ressources de chacun. Et puis, il y aura ensuite un moment un petit peu plus administratif d'élaborer les conventions de partenariat entre les sages-femmes, enfin pour les sages-femmes, et puis à destination aussi des établissements pour cadrer la démarche. Et puis ensuite, on va être dans la phase vraiment opérationnelle, c'est-à-dire qu'on va commencer à visiter les établissements. On va pouvoir identifier aussi dans ces établissements les personnes ressources, échanger sur les besoins des professionnels, hein, ça c'est en vue aussi des ateliers, et puis qui vont pouvoir aussi nous donner des éléments sur les besoins des résidents, et puis rencontrer aussi les résidentes qui seront donc pour leur présenter la consultation gynécologique par exemple, et puis les ateliers qui leur sont aussi dédiés. Ensuite, il faudra dans chaque établissement identifier un référent, c'est-à-dire ce sera une personne en fait qui fera le lien entre l'établissement, la sage-femme et puis nous-mêmes, de façon à pouvoir accueillir la sage-femme, de pouvoir aussi organiser les consultations, les ateliers, les échanges, aussi le référent aussi dans l'établissement pour être en contact avec ses collègues pour mettre en route les ateliers, bien identifier les besoins des résidents. Alors ensuite, je vais vous présenter la partie formation donc des sages-femmes. Ça, c'est la formation, a priori, elle serait plutôt sur la période de novembre. On n'a pas encore de date précise à vous communiquer, mais ça sera très prochainement. La formation, en fait, elle va être réalisée par le RSVA. Alors le RSVA, actuellement, c'est eux qui portent la démarche Handigynéco en Normandie. Et donc, il y a également un centre de formation, RSVA Formation. Et donc, c'est ce centre de formation que nous avons choisi pour réaliser l'action de formation auprès des sages-femmes libérales. La formation va durer 3 jours. Et puis, il y aura un petit peu plus tard une journée de retour d'expérience.
Voilà, ça, on n'a pas encore déterminé à quel moment ça sera, mais ça sera une fois que les consultations auront démarré, que les sages-femmes auront un petit peu de recul. Ça leur permettra d'avoir une journée d'échange avec les formateurs sur ce qu'elles ont pu rencontrer. Cette formation, elle a différents objectifs. Ce sera le développement de compétences complémentaires en consultation gynécologique et en animation d'ateliers sur la vie affective, sexuelle et sur les violences faites aux femmes. Alors j'insiste sur le fait que ce sont des compétences complémentaires, puisque bien sûr, les sages-femmes, nous avons déjà des compétences en consultation gynécologique. Il ne s'agit pas au cours de la formation de revenir là-dessus. C'est vraiment d'apporter voilà, un champ de compétences plutôt sur l'axe du handicap. Et puis aussi, elle a pour objectif de développer un travail collaboratif avec les différents acteurs qui entourent la femme usagère d'établissement médico-social. Ensuite, ça va être d'acquérir et d'approfondir ses connaissances sur le secteur médico-social. C'est vrai que ça, dans notre formation initiale, les sages-femmes, c'est pas un domaine qu'on connaît bien, donc ça va permettre d'avoir quand même des connaissances. Et puis, bien sûr, ça va être surtout d'enrichir sa pratique clinique pour réaliser les consultations auprès des femmes en situation de handicap. Cette formation, elle est gratuite, c'est-à-dire qu'en fait, elle va être prise en charge donc financièrement, hein, et donc les sages-femmes pourront y participer gratuitement. Elles auront un défraiement pour les journées où elles seront formées, et elles auront également le repas du midi. Alors, comment est-ce que ça va prendre forme concrètement? Eh bien, les consultations et les ateliers vont être réalisés au sein des établissements. Donc là, c'est vraiment dans une démarche d'aller vers, c'est-à-dire que les sages-femmes formées vont se rendre sur place pour rencontrer les résidentes et puis pour réaliser les ateliers. Donc une sage-femme pourra intervenir dans 1 à 3 établissements. Ça sera à voir en fonction, voilà, géographiquement, comment ça va pouvoir s'organiser. Alors, la consultation sage-femme, elle va durer, c'est une consultation longue, hein, on a mis environ 1 heure, bien sûr, c'est adapté au cas par cas, mais c'est une consultation, comme je vous disais, vraiment où on prend le temps d'échanger. Et donc c'est au niveau de tarif, ce sera le tarif conventionnel, hein, habituel d'une consultation sage-femme, et il y aura une compensation de 52 € pour cette consultation. Les frais de déplacement seront également remboursés, et ça, donc ça sera à hauteur d'une consultation par an et par résidente. Et puis ensuite, j'en viens aux ateliers. Donc les ateliers, il y aura 2 types d'ateliers. Les ateliers donc pour les résidents, d'environ 2 heures, qui seront donc payés 100 € et qui auront lieu 2 fois par an. Et puis il y aura les ateliers pour les professionnels, qui eux sont plutôt de 3 heures, donc 150 € et également 2 fois par an. Et il y aura donc pour ces ateliers, bien sûr, le remboursement des frais de déplacement. Alors les sages-femmes, vous n'allez pas être isolées, toutes seules, à intervenir dans les établissements. C'est vraiment important en fait que vous entendiez que, déjà vous allez être accompagnées, par moi-même et puis, par Clarisse Métayer dans le cadre de son travail, Intime Agir. Et puis bien sûr, bah, comme habituellement, quand il y a une pathologie, qui survient, vous allez pouvoir, interpeller, des médecins, qui sont spécialistes. Si ça concerne, Handi Accès, ça va être quelque chose qui vous sera expliqué, vous allez pouvoir les interpeller également. Et puis, bien sûr, vous allez être en lien avec, les établissements qui vont pouvoir vous donner des pistes dans vos façons, d'intervenir. Et puis, vous serez en lien avec les instances du territoire, donc l'URPS, le conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes et puis, le réseau, Périnatalité Bretagne. Donc c'est vraiment, voilà, tout ce monde-là là, qui sera à vous accompagner également dans vos interventions dans les établissements. Alors, quel accompagnement moi je vais pouvoir réaliser auprès de vous avec Clarisse Métayer? Plus précisément, en fait, ça va être
d'imaginer ensemble un réseau de partage entre sages-femmes, c'est-à-dire que toutes les sages-femmes bretonnes là, qui vont être formées, je pense que ça va être très intéressant pour vous de pouvoir échanger dans vos pratiques. Donc, on va pouvoir animer un réseau de partage ensemble. Et puis, ça va être aussi vous accompagner sur le repérage des acteurs qui vont pouvoir être ressources pour vous sur le territoire. Et ça sera vraiment en lien avec un team Agir. Ensuite, on va également pouvoir vous accompagner en réalisant une veille réglementaire et documentaire, une sorte de boîte à outils numérique qui va pouvoir vous être utile. Et puis ensemble, eh bien, ça vraiment, les sages-femmes, on a ce côté-là très créatif, je crois, de créer plein d'outils de travail et on imagine tout un tas de choses. Donc, je pense que ça va être intéressant aussi d'être créative et puis de pouvoir partager tout ça ensemble. Donc voilà, ça va être un accompagnement qui va être tout au long, là, au fil de l'eau, ensemble, et puis qui va pouvoir évoluer en fonction des besoins de chacun, que ce soit des établissements, des sages-femmes, pour s'adapter au mieux. Alors, très concrètement, les actions à venir, eh bien, nous allons commencer en juin, juillet, août, là, sur la période estivale. Déjà, là, après ce webinaire, vous allez avoir donc des questionnaires qui vont vous être envoyés. C'est des questionnaires vraiment très, très courts, comme vous le disiez Clarisse, hein, essentiellement administratifs et puis vous posez la question, est-ce que oui ou non, vous souhaitez participer à la démarche Handigynéco? Donc ça va nous permettre d'identifier, nous, les parties prenantes et puis bien sûr, ensuite de prendre contact avec vous. Et à la suite de ça, on va pouvoir commencer à appareiller les établissements et les sages-femmes, donc sur toujours ces critères de proximité hein, et de pouvoir s'étendre surtout que la région Bretagne. Donc ça va être la première étape qu'on va réaliser au cours de l'été. Et puis en septembre, on aura le temps de pouvoir identifier les besoins dans les établissements et puis de préparer les interventions des sages-femmes en visitant les établissements, en élaborant les conventions. Courant novembre, on va pouvoir mettre en place l'action de formation auprès des sages-femmes. Et puis, on espère en décembre ou voilà, début janvier pouvoir débuter les premières interventions des sages-femmes. Donc ça sera pour la première vague Handigynéco. Et puis ensuite, en 2024, eh bien, on va pouvoir à nouveau appareiller des nouveaux établissements, des nouvelles sages-femmes pour une seconde session. Alors, eh bien, écoutez, je vous remercie tous pour votre attention déjà pour cette première présentation. Donc, vous avez nos coordonnées, Clarisse Métayer et moi-même, pour pouvoir nous interpeller si besoin, nous questionner. Et puis maintenant, je vais pouvoir laisser la parole à Clotilde Duranton, qui est en Normandie pour le dispositif Handigynéco. Et puis Stéphanie Barbier, qui est sage-femme formée, sage-femme libérale formée, donc, et qui intervient dans les établissements. Excusez-moi, juste avant, en aparté, il y a des questions sur le chat. Je ne sais pas si vous y répondez maintenant ou si c'est à l'issue. On va y répondre plutôt à la fin, prendre un temps plutôt à la fin. On va écouter Clotilde et puis Stéphanie, je pense, en premier. Oui, tout à fait. Ok. Je vous remercie. Donc, moi, je suis Clotilde Duranton. Donc, je suis la chargée de mission Handigynéco pour donc ce beau dispositif qui s'est déployé en Normandie dès l'année dernière. Donc, je fais partie du RSVA, Réseau de services pour une vie autonome. Et donc, on a pu mettre en place Handigynéco en 2022. Donc, comme le docteur Corbet l'avait dit, Handigynéco vient d'Île-de-France, où en 2016-2017, donc il y a eu cette enquête, et ça a été mené par l'ARS d'Île-de-France. Et suite à cette enquête, ils ont mis en place l'expérimentation Handigynéco en pratique en Île-de-France en 2018-2019. Et suite à ça, donc comme elle vous a expliqué, il a été décidé d'un déploiement national. Donc, avec l'ARS Normandie et le RSVA, il a été décidé de déployer Handigynéco en Normandie. Et ce que nous avons fait, donc comme l'a dit Clarisse et Sophie, on a pu
On a pu d'abord voir un petit peu quels étaient les volontaires, quelles sages-femmes libérales souhaitaient participer à ce dispositif et quels établissements médico-sociaux souhaitaient participer à ce dispositif, en sachant que le dispositif est vraiment limité aux établissements maisons d'accueil spécialisées et foyers d'accueil médicalisés pour le moment. Donc, on a pris connaissance des établissements et des sages-femmes, et puis on a pu voir un petit peu comment les mobiliser, quelles sages-femmes pouvaient se déplacer sur quels établissements. Et puis, suite à ça, les sages-femmes qui ont été recrutées ont pu être formées, une formation de 3 jours en présentiel sur l'approche des consultations et des ateliers lorsqu'on est en situation de handicap. Donc, on a déployé le dispositif de manière homogène sur toute la région. On a voulu vraiment toucher les 5 départements de Normandie en même temps pour qu'il puisse y avoir une réponse partout sur le territoire normand. Et voilà, donc une fois que ça a été mis en place, on a préparé et on a effectué des réunions tripartites. Donc, les sages-femmes libérales, moi-même, chargée de mission Indigynéco, et les établissements. Et dans les établissements était ouverte cette réunion à toute personne le souhaitant, et de préférence, donc il y avait les directions, il y avait les professionnels de terrain, les médecins participants aussi ou travaillant dans ces établissements, les médecins coordonnateurs, toute personne qui pouvait avoir un rôle et qui pouvait être intéressée par ce dispositif. Et donc, cette réunion tripartite a été très, très intéressante, et je pense que c'est vraiment un point fort, parce que ça permet déjà de se rencontrer, ça permet de discuter, de voir quelles sont déjà les choses mises en place dans les établissements, quels sont vos projets, parce que le dispositif est vraiment là en complément, il vient supplémenter ou proposer quelque chose en plus, il ne vient pas percuter tout ce qui existe déjà. Et donc, voilà, c'est bien de savoir un petit peu comment fonctionne l'établissement, comment fonctionnent les professionnels, ce qui est déjà mis en place. Et puis, la sage-femme se présente également, et comme ça peut aussi, elle, indiquer son mode de fonctionnement. Et puis, moi, je suis un peu là pour organiser la mise en place, anticiper ces interventions. Donc, ces interventions, ce sont des consultations, comme vous l'avez vu, une consultation par an et par femme, par établissement, et des ateliers auprès des professionnels, mais aussi auprès des résidents, hommes et femmes confondus. Ces consultations, elles peuvent être, comme vous l'avez vu, elles sont très adaptées aux personnes en situation de handicap qui sont présentes dans ces établissements. C'est-à-dire que vraiment, la sage-femme va y aller progressivement et va essayer d'instaurer une mise en confiance de ces patientes pour pouvoir avoir quelque chose de pérenne et d'avoir un suivi classique d'une consultation par an. Donc, voilà, je n'ai pas précisé, mais toutes les interventions, que ce soit consultation ou ateliers, ainsi que les compensations, les suppléments, sont pris en charge par le RSVA et l'ARS Normandie, là, pour le territoire normand. Et donc, les établissements n'ont rien à financer dans ce dispositif. Donc, cette réunion, cette réunion tripartite nous permet aussi de pouvoir un petit peu mettre en place un réseau. C'est-à-dire que on voit un petit peu déjà les établissements, quels sont les partenaires avec qui ils travaillent, quelles sont les réponses qu'ils peuvent avoir autour, et puis on est là pour proposer des réponses supplémentaires. Donc, on sait que c'est des consultations qui peuvent dépasser un peu parfois
parfois le domaine de compétence de la sage-femme. Et donc, il est important d'avoir une réponse autour et pas laisser la sage-femme seule, en fait, face à ces questionnements. Du coup, on a mis en place tout un réseau, entre autres les consultations dédiées, ce qu'on appelle les handiconsultes. Et ça permet un peu de lancer le dispositif aussi de manière sereine. Donc, voilà. Ensuite, les interventions, suite à cette réunion, ces interventions sont lancées au rythme des sages-femmes et des établissements. C'est eux qui mettent en place leur planning. Et si besoin, je suis là en renfort. Et puis par la suite, on a quand même un retour d'expérience qui est fait, qui est fait auprès des sages-femmes et des établissements pour justement savoir un petit peu quels sont les freins, quelles sont les choses qu'on peut mettre en place. Parce que le but vraiment, c'est aussi de s'adapter au territoire. Et donc, d'avoir une réponse, pour avoir une réponse adaptée, il faut avoir les retours du territoire. Donc, c'est pour ça il est prévu un retour d'expérience auprès de tous les acteurs pour pouvoir vraiment être au plus proche des besoins. Donc, voilà comment se met en place, en tout cas en Diginéco en Normandie. Et du coup, je vais vous laisser avec Stéphanie Barbier qui va vous expliquer un petit peu plus sa vision de praticienne dans ce dispositif. Merci. Merci Clotilde. Alors, je te laisse me guider si j'oublie des choses. Mon intervention va être moins formelle que les précédentes. Je m'en excuse et à la fois, c'est mon rôle de sage-femme de terrain. Donc, j'ai été sollicitée, comme toutes mes consoeurs, et puis je me suis dit, pourquoi pas essayer de participer à ce dispositif. Après tout, toutes ces patientes en situation de handicap ont droit à un suivi comme les autres. Il doit juste être un petit peu adapté. Donc, je vous passe tout ce qu'on a vu ensemble. Effectivement, le point fort, ça a été la rencontre avec les établissements. Après, on peut faire ça, expliquer de façon très formelle, mais en fait, on s'est échangé des mails, que présentent comme type de handicap vos patientes, qu'est-ce que vous avez mis en place, comment je bosse. En fait, on a déjà commencé le travail de partenariat. C'est pas nous qu'on pose pouf comme ça dans le dispositif. C'est vraiment un travail partenarial entre la sage-femme libérale, les patientes et les établissements. En lien. On n'arrive pas en version mercenaire de la gynécologie dans un établissement. Hein, c'est tranquille, au rythme des établissements, au rythme des patientes. Voilà. Donc, nous, on a aussi nos réalités de sage-femme libérale avec notre cabinet. Donc, c'est vrai que les choses doivent être organisées en amont. Pour que personne ne perde du temps, et les établissements et nous, et que finalement les patientes soient gagnantes. Donc, par des échanges, hein, ça ne passe pas forcément par le RSBA, hein, de façon tout à fait directe, une fois que tout le bazar administratif s'est passé, ce n'est pas du tout mon truc. On s'échange, tiens, on va venir telle date, quelle patiente vous avez pressenti, en sachant que des fois c'est le bonjour et des fois c'est pas le bonjour pour ces patientes-là, donc il faut avoir des trésors d'adaptabilité. Est-ce que les consultes vont se faire en chambre? Est-ce que finalement la patiente, elle va être plus rassurée dans le cabinet qui est dédié aux consultations médicales? Donc tout ça, ça s'organise pour qu'on trouve le meilleur créneau pour tout le monde. Et puis, donc moi, j'ai commencé d'abord par les consultations. On m'a donné 3 établissements, une femme et 2 masses. La femme, c'était plutôt des patientes en situation de handicap, plutôt déficience intellectuelle, beaucoup de trisomie, tout ça. Un établissement plutôt versant psy,
avec un peu de déficience, mais des gros troubles psychiatriques. Et puis le troisième, plutôt des handicaps moteurs. Donc, c'est vrai que ce n'est pas du tout la même façon d'exercer et de préparer et de faire notre travail. Donc, en général, on s'est arrangé avec l'infirmière qui a parlé effectivement de notre intervention. Est-ce que, et ça c'est vraiment l'idéal, est-ce que la résidente, elle est d'accord? Est-ce qu'elle y voit un intérêt? En quoi ça peut lui apporter quelque chose? Et puis, il y a des établissements où ça a été un peu à l'arrache et puis ça s'est fait comme ça. Mais ça conditionne quand même beaucoup l'intervention. Donc, ça va, notre présentation à bonjour, je suis le docteur du slip, à je suis sage-femme et je fais de la gynécologie. Hein, vraiment, on a des variantes. On va faire parfois des examens cliniques de dépistage et parfois on va en être à expliquer est-ce que vous avez un chéri? Est-ce que c'est quoi la différence entre un homme, un garçon et une fille? Ça va être le problème de la contraception, des règles, beaucoup de violences malheureusement sexuelles, des gens des fois qui ont eu une vie avant l'établissement. Et il y a vraiment un gros trou dans la raquette pour pas mal de personnes. Mais c'est pareil, on va venir s'insérer et pas boucher les trous parce que ça serait vraiment péjoratif, mais apporter ce qu'il faut dans chaque établissement pour chaque patiente en lien avec tout ce qui est fait. Donc, de l'adaptation, accepter que parfois, ça soit possible et puis on va faire un petit peu, puis des fois, c'est pas possible. Et ben, dans ces cas-là, il faudra revoir après. C'est ça qui est parfois un petit peu compliqué. On a vraiment avec la formation les outils nécessaires dont on n'est pas équipé en série avec notre formation de sage-femme pour appréhender les différents types de handicap en sachant qu'on n'est jamais toute seule. Donc, la patiente, elle est rassurée par la personne de l'établissement qui est avec nous. Et il faut vraiment que dans les établissements, vous soyez rassurés. On ne va pas se jeter sur les cils ou sur les seins de toutes vos patientes. Ça se fait vraiment de façon douce. C'est possible, c'est pas possible. En même temps, les patientes sont extraordinaires. Elles sont hyper intéressées par ce domaine-là. Elles sont très heureuses qu'on s'occupe d'elles dans ce domaine-là. Et c'est vraiment chouette. Et pour mes consoeurs sages-femmes, en fait, ce que vous allez apprendre pour le monde du handicap, ça va se diffuser aussi sur votre façon d'exercer votre métier avec votre patientèle plus standard au cabinet. Et c'est vraiment chouette. C'est vraiment un très, très beau dispositif. J'ai commencé par les consultations, comme ça m'a permis de faire un petit peu mon trou, que les gens me connaissent. Et en consultation, comme ça, on a vu aussi qu'est-ce qui pouvait être OK pour les ateliers. Du coup, les ateliers, là, moi, je les démarre la semaine prochaine. Mais ça va être plus simple parce que finalement, la parole, elle est déjà un peu plus libre. Et on va faire des groupes qui soient pertinents pour les patientes et les patients, hein, pour que chacun y trouve son compte. C'est sûr qu'il y a des gens, par contre, non communicants qui ne pourront pas participer, mais dans les patients qui peuvent communiquer, on ne peut pas forcément mélanger tout le monde, sinon ça ne va pas être productif pour personne. Voilà. Pour les outils, faut être inventif. Hein, donc, c'est assez rigolo. On peut avoir un miroir, une Jules portable. Des fois, les établissements ont des trucs. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas, je pense que je vais m'arrêter là. Si jamais vous souhaitez me poser des questions, c'est avec grand, grand plaisir. Je rends la parole. Un grand merci Stéphanie et Clotilde pour tout ce que vous nous avez témoigné. C'était vraiment très intéressant et c'est vrai que le fait que vous ayez déjà toute cette expérience, ça nous apporte beaucoup. Alors je vois qu'il y a déjà pas mal de questions. Clarisse, je vais te laisser les poser et puis on va tenter de
d'y répondre. Alors, peut-être ça serait bien que... Oui, je pense que tout le monde peut, tous les intervenants, si vous voulez, voilà, n'hésitez pas à rallumer vos caméras micro, comme ça sera plus simple pour un échange et des réponses fluides entre nous en fonction des questions. Donc, la première question qu'on a eue aujourd'hui, c'est est-ce que le dispositif est ouvert aux personnes suivies par les SAVS et SAMSA? Alors, effectivement, pour l'instant, c'est cadré par l'ARS au niveau des femmes et des masses uniquement. Je ne sais pas si Dr Corbet, vous voulez préciser sur cette question-là? Oui, effectivement, il s'agit d'une expérimentation selon les modalités qui avaient été déployées en Île-de-France et les mêmes en Normandie. Donc, pour l'instant, le cahier des charges est assez restrictif. Il s'agit effectivement des femmes et des masses, ou comme le disait Clarisse tout à l'heure, un besoin avec une population vraiment prioritaire avait été ciblé. Il n'en est pas moins qu'on est bien conscient que les besoins sont partout, sur le champ du handicap, que ce soit au domicile ou dans les SAVS. Mais pour l'instant, la méthodologie telle qu'elle est présentée aujourd'hui est restrictive sur les femmes et les masses. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a vraiment souhaité inscrire ce module de formation dans les écoles de sages-femmes pour que justement le droit commun et de plus en plus de sages-femmes connaissent déjà le secteur du handicap. Et comme l'a dit Madame Barbier, tout ce qui est appris pour le handicap peut potentiellement être utile pour toutes les femmes. Et donc, c'est vrai qu'on croit beaucoup à cette formation initiale de l'ensemble des sages-femmes en Bretagne en complément de la démarche anti-gynéco. Merci. Merci. Donc, deuxième question un peu plus technique, et on voulait quand même vous répondre à l'oral à cette question pour savoir si on allait transmettre le PowerPoint. Donc oui, vous recevrez, mais on vous redira un petit mot à la fin après les questions, vous recevrez bien le diaporama pour toutes les personnes inscrites. Alors, on a eu une question là, à laquelle voilà, il y a déjà une réponse, savoir voilà, dans les SAVS voilà, si les personnes concernées dans ces structures allaient y être accueillies. Donc, on a répondu, pour le moment, ce n'est pas dans le cadrage de la démarche anti-gynéco. Alors, on a une autre question. Est-ce que les 52 € de compensation sont en reste à charge de la résidente? Alors là, sur ce point, en fait, oui, effectivement, il faut que ce soit bien clair. Là, c'est vraiment un budget, en fait, qui est alloué par l'ARS. Donc, les 52 €, ils seront versés via, en fait, un Timagir, enfin notre budget propre, auprès des sages-femmes. La même chose pour les ateliers. Voilà, c'est pas un budget qui doit être... du moins que les établissements doivent y consacrer ou les personnes elles-mêmes. C'est vraiment financé via ce dispositif. Donc les 52 €, c'est pas du tout un reste à charge pour la résidente, pas du tout. Je peux me permettre de répondre. En fait, à chaque intervention, on établit une liste des consultations qu'on a faites, sans les noms, bien évidemment, avec les actes qui ont été réalisés, qu'on fournit, et c'est après chez nous le RSVA qui va nous rémunérer des consultations majorées. Merci. Donc effectivement, on avait la question en femmes masses, les résidentes présentent leur carte vitale pour l'interrogation. Donc voilà, vous avez eu la réponse non. La compensation ajoutée à la CS peut-elle être réalisée en dehors du dispositif handigynéco? Ah oui, pardon. Alors en fait, c'est une... Enfin, si je l'entends bien comme ça, c'est une consultation en fait par an, par année, par femme dans chaque établissement où il y aura le supplément de 52 €. Après, on est dans le droit commun, donc c'est le tarif habituel. Si je Voilà. peux me permettre. Je ne sais pas si Clotilde... Oui. Tout à fait, si je peux me permettre. En fait, dans le dispositif handigynéco, donc il y a une consultation gynécologique par an, par femme, par établissement qui est financée au tarif d'une consultation classique, plus les 52 € supplémentaires de compensation par consultation.
Mais ça, c'est vraiment dans le dispositif Handigynéco. C'est-à-dire que si vous avez besoin de plus de consultations qu'une consultation par an, ça rentre dans l'établissement d'une consultation classique. C'est-à-dire que, par contre, là, ça ne rentre plus dans Handigynéco. Il n'y a pas cette compensation pour des consultations supplémentaires. Et dans ces cas-là, les consultations ne rentrent plus dans le dispositif. Merci beaucoup. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas remboursées, hein, c'est dans le droit commun, la carte vitale, voilà, comme habituellement. En fait, c'est une consultation classique comme n'importe quelle consultation en dehors de tout dispositif. Si vous avez besoin d'une consultation en plus, c'est vraiment comme vous avez l'habitude. Alors, le coût des ateliers est-il à la charge des établissements médico-sociaux? Ou Oui, peut-être alors pour la oui, première. déjà, c'est la même réponse, hein, c'est-à-dire que là, c'est financé, hein, c'est la même chose, hein, ça sera nous, hein, qui allons voilà, financer les ateliers. Donc, pour rappel, c'est 100 € pour les 2 heures d'atelier auprès des résidents et puis 150 € pour les 3 heures d'atelier auprès des professionnels. Donc ensuite, c'était dotation par l'ARS. Oui, c'est ça, en fait, c'est via la dotation de l'ARS que c'est financé. Et alors, quid de la prise en charge du matériel, la table d'examen éventuellement. Alors, en fait, le matériel, peut-être que Stéphanie, vous pouvez peut-être détailler un petit peu là-dessus sur le matériel dont vous avez besoin. Alors, en fait, dans chaque établissement, vous avez un cabinet de consultation où un médecin attaché à l'établissement vient examiner les patients. Donc, une table d'examen, il y en a toujours une avec du matériel qui est là. Mais donc, il faut effectivement prévoir ces consultations à un moment donné. Aussi, on a besoin de ce truc-là, de ce cabinet, il soit disponible. Mais toutes les consultations ne sont pas en cabinet. Il y a des patients qui vont être plus rassurés de faire ça dans leur chambre où il y a les photos du petit chien, de la famille, de tout ça, avec l'infirmière qui leur tient la main et que finalement, c'est beaucoup mieux. Donc, après, au niveau du matériel, nous, on est sage-femme libérale, donc on a l'habitude d'emmener notre bureau portatif à plusieurs endroits. Donc, on vient avec, en tout cas, toutes, hein, dans mes collègues, on vient avec notre matériel, nos spéculums, nos gants, notre matériel de dépistage si c'est nécessaire. Mais évidemment, les établissements peuvent nous fournir, si on a besoin d'un bout de drap d'examen ou de gants, il n'y a pas de souci, en fait. Il n'y a pas besoin d'équipement spécial. Je vais juste me permettre de rajouter, si ça ne vous embête pas. En fait, c'est comme une visite à domicile, c'est-à-dire que les sages-femmes libérales ont l'habitude de faire des visites à domicile, elles emmènent leur matériel de visite à domicile. Après, ce qu'il est demandé en général, alors on parle d'un cabinet, mais pas forcément en fait. Et en effet, dans certains établissements, il n'y a pas de cabinet, il n'y a pas de médecin coordonnateur, tout ça. Et il est tout à fait possible que ce soit un autre lieu. Dans certains établissements, ça peut être c'est la salle d'esthétique. Dans un autre lieu, ça peut être la salle du kiné, ça peut être l'infirmerie s'il y a une infirmerie. Voilà, ça peut être n'importe quelle pièce qui est un peu ce lieu dédié. C'est-à-dire que majoritairement, quand même, les consultations sont faites en chambre, puisque c'est majoritairement la demande aussi des personnes et le fonctionnement est comme ça pour l'instant. Mais par contre, il faut toujours prévoir une pièce à côté, peu importe la pièce, mais qui sera dédiée à ça et qui, si la patiente change d'avis, pourra être utilisée dans ce cas-là. Donc voilà, on dit cabinet, mais en fait, ça peut être n'importe quelle pièce. Et puis après, quand on parle de table d'examen, ça peut être une table d'examen, comme ça peut être un lit. Pas forcément besoin d'étrier. Majoritairement également, les sages-femmes n'utilisent pas forcément d'étrier, font leurs examens même dans leur cabinet sans étrier, tu me diras, Stéphanie. Mais voilà, et en fait, enfin je dis on, mais les professionnels s'adaptent très bien. Il faut juste se prévoir en amont
si c'est en chambre ou pas, et toujours avoir une pièce de disponible si la patiente ne souhaite plus que ce soit dans sa chambre pour pouvoir la recevoir de manière le mieux possible et le mieux pour elle. Tout à fait. On sort du cadre classique de l'image de la consultation gynécologique telle qu'on a pu la concevoir d'anciens temps, ce qui n'est plus, même dans nos cabinets, le cas. Donc, on choisira la meilleure option pour pouvoir faire ce qu'on a à faire si on peut le faire, avec le consentement de la patiente et dans ce qu'elle décide, pour une fois. Et juste en complément, je rajouterais qu'il y a une séquence spéciale justement sur la consultation gynécologique dans les établissements qui se fait au moment de la formation, où on va pouvoir vous expliquer un petit peu plus, voilà, en l'absence de table d'examen, d'étrier, de tout ça, comment est-ce qu'on peut faire un examen gynécologique avec le peu de moyens qu'on peut avoir autour de soi, voilà, avec le consentement de la patiente bien entendu, et quelles sont les postures que la patiente pourra prendre aussi pour faciliter les examens. Donc ça, c'est une séquence spécifique qui est dispensée au moment de la formation des sages-femmes. Merci. Alors, on a une autre question d'une personne qui dit « Je suis médecin généraliste, investi dans un foyer de personnes handicapées. Ce serait bien qu'on soit dans la boucle. J'ai eu un questionnement quant à la PrEP, aspect légal, quid de l'intimité pour nos résidents, réfléchir en amont en équipe ». Alors, sur ce point, enfin, c'est même 2 points. Comme je le disais tout à l'heure, les sages-femmes, comme habituellement, on continue à travailler avec nos collègues médecins en réseau. Donc, puis ça va être aussi, je pense que localement, hein, que chaque sage-femme va pouvoir voir l'établissement avec quel médecin elle a l'habitude de travailler. Donc, ça ne change pas trop des habitudes. On travaille ensemble et de façon complémentaire comme à l'habitude. Et puis, même chose par rapport au dépistage, je pense que c'est ça auquel vous faites allusion, le dépistage du sida. Là, on est toujours dans le même cadre légal, hein, du respect, bien sûr, de l'identité des personnes, du secret médical. Donc, ça ne change pas tellement de notre cadre de travail habituel. Alors, peut-être je peux également transmettre la parole à Stéphanie ou Clotilde, comment ça se passe. Peut-être Stéphanie, pour travailler également avec les médecins généralistes. Et puis la question, bien sûr, du respect de la vie privée et de l'intimité. Dans un établissement, oui, on connaît les différents professionnels et notamment les médecins, c'est évident. Donc après, c'est vrai qu'on vient en plus de ce qui existe, on ne va pas venir remplacer quelque chose qui existe déjà. Donc si vous assurez déjà le suivi de vos patientes, en fait, je dirais, on n'a rien à faire spécifiquement là, sauf s'il y a des petits trous dans la raquette et qu'il y a des aspects qu'on peut améliorer par notre intervention handigynéco. Après, donc ça se fait en lien. Bien évidemment, comme n'importe quel examen médical ou consultation, même sans examen, on le consigne dans le dossier médical de la patiente dans l'établissement. Et moi, j'en garde une copie pour mes dossiers. Mais c'est dans le dossier médical, c'est pas, il y a des codes, on a accès à l'ordinateur souvent parce que ça facilite le fonctionnement de tout le monde, mais c'est bien rangé, hein, c'est pas du tout au milieu des informations globales des gens. La dernière question, c'était quoi voilà, je ne sais plus s'il y a d'autres. Alors, tout à fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire que le dispositif est vraiment là pour en appui, en complément. Et donc, je vous disais, ce qui était très important dans cette réunion tripartite, c'est justement de connaître les différents acteurs et entre autres les médecins qui officient déjà dans ces établissements. Et le but, c'est de travailler en partenariat et de pouvoir avoir une réponse la plus complète possible. Donc, bien évidemment, cette réunion permet de savoir ce qui est déjà fait
fait dans l'établissement et puis ce qui est possible de faire en plus. Et comme disait Stéphanie, un point sur lequel nous avons particulièrement appuyé, c'est que le résumé de la consultation de la sage-femme doit être aux deux parties, c'est-à-dire que la sage-femme repart avec sa consultation, mais elle laisse également la consultation dans l'établissement pour que la patiente ait un suivi complet et que le médecin puisse avoir accès aux informations essentielles. Et j'ai envie de dire, ça fonctionne plutôt très bien. Ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que, mais Clarisse et Sophie en avaient parlé, c'est que dans cette réunion aussi, on demande absolument à ce qu'il y ait un référent gynéco qui soit là dans l'établissement et qui soit un petit peu le pivot et qui soit là aussi pour retransmettre les informations et qui soit la personne ressource de la sage-femme aussi pour ces interventions, pour préparer ces interventions et puis faire le retour. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi les professionnels de terrain qui accompagnent toujours la sage-femme pour toutes ces interventions. Et donc, c'est vraiment un travail en partenariat de tous les acteurs autour de la patiente ou des résidents. Je dirais que c'est bonus. Pardon. C'est vraiment du bonus pour les établissements et pour les patientes et aussi les résidents dans le cadre des ateliers. Mais c'est vraiment du plus. Ça ne doit pas remplacer. Pas du tout, du tout, du tout. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et justement, je pense que ça serait intéressant. On va laisser la parole au docteur Gagnon et au docteur Duruflé pour faire le lien avec les handi-accès, avec qui vraiment les sages-femmes vont pouvoir travailler en réseau. Oui, en fait, je voulais juste compléter parce que j'ai vu les questions-réponses arriver. Donc, moi, je suis un des médecins du pôle Saint-Hélier et médecin coordonnateur de l'activité de consultation dédiée. handi-accès 35. Donc, je voulais compléter que oui, il y a des situations qui sont extrêmement complexes et qui ne pourront pas relever de handi-gynéco. Et c'est du coup un vrai travail de collaboration avec les handi-accès, puisque s'il y a plusieurs visites blanches, s'il y a un dispositif un petit peu complexe, dont par exemple l'utilisation du méopa, une prémédication un petit peu importante, ça ne pourra pas être fait dans les établissements, en tous les cas, pas dans des conditions habituelles. Donc, il faudra que les consultations dédiées viennent en support et c'est sûrement là leur rôle de collaboration avec handi-gynéco et de complémentarité en fait dans l'offre avec handi-gynéco, si je ne me trompe pas, docteur Corbet. En tout cas, sur la Bretagne, je sais que dans la Normandie, c'est autre chose. Et il y avait une question sur les visites blanches. Les visites blanches, c'est juste une consultation où on ne fait pas de soins, on fait juste visiter la structure et visiter les locaux, présenter les personnels qui vont prendre en soin la personne. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai insisté au début sur le fait que ce dispositif ne soit pas plaqué à côté, mais s'inscrive bien dans l'ensemble du dispositif qu'on a réfléchi depuis plusieurs années maintenant avec l'ensemble des acteurs, hein, mais avec toujours ce niveau 1 qui est le droit commun où vraiment on ne fait pas à la place d'eux. Et je remercie le médecin généraliste qui a posé sa question parce qu'effectivement, je pense qu'il faut avoir une vigilance particulière pour que l'ensemble des acteurs soient informés, qu'on ne fasse pas à la place d'eux, on fait s'il y a besoin. Et si ce n'est pas suffisant, ce dispositif-là, on a le recours qui est le handi-access. Et donc, voilà, il faut que tous ces dispositifs fonctionnent en intelligence, mais d'abord le droit commun est toujours en subsidiarité. Et effectivement, ce qui peut aussi être fait, c'est voilà, que ce référent handi-gynéco de l'établissement informe tous les médecins qui interviennent dans cet établissement que cette démarche va se mettre en place pour qu'il n'y ait pas d'oubli. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à tous pour ces précisions. Donc on a des questions sur la tarification auxquelles on a déjà répondu. Donc, il n'y a pas de reste à charge ni voilà. pour l'établissement ni pour la résidente, que ce soit pour les consultations ou pour les ateliers. Donc là, au début, c'est la même question et on a répondu également pour savoir voilà, quand il y a besoin d'une autre consultation, comment ça se passe. On a également répondu à cette question-là. J'avais vu une question également sur la formation. Est-ce qu'elle était pour les hommes des établissements? Je crois que oui, hein, c'est pour la partie formation et atelier, oui. à la fois pour les résidents hommes et femmes et les professionnels de l'établissement. Je laisse peut-être RSBA compléter ou Madame Barbier, mais je crois que c'est ça qui a été fait.
Tout à fait. En fait, les consultations gynécologiques sont pour les patientes, enfin pour les résidentes. Par contre, les ateliers, il y aura des ateliers pour les professionnels. Donc, nous, en Normandie, on a 2 ateliers par an, par établissement, sur 2 ans pour les professionnels, sur la sensibilisation à tout ce qui est la VIASP, vie intime, affective, sexuelle, soutien à la parentalité et violence. Et nous avons également des ateliers pour les résidents, mais hommes et femmes, sur ces thématiques aussi de la VIASP, en sachant que ces thématiques, et nous particulièrement, on les fait remonter du terrain, c'est-à-dire qu'on est là vraiment pour répondre aux besoins du terrain, parce que c'est très très vague, hein, la VIASP, et on peut pas traiter tous les sujets en une seule fois, donc on répond vraiment aux questionnements ou aux difficultés qui peuvent se rencontrer sur le terrain. Et ces ateliers sont faits pour aussi les résidents, donc hommes et femmes, puisque la pudeur, le consentement, les violences, ça touche absolument tout le monde. Et la prévention se fait autant sur les hommes que sur les femmes. Merci beaucoup. Alors, on a une question qui est pas tout à fait claire pour nous, mais on va lire. Donc, c'est bonjour, vous précisez que le dispositif est limité, donc EAM, donc femmes et masses pour le moment. Comment vous aider à alimenter et soutenir les besoins? Constat donc de besoins plus pour prise en soin de personnes souffrant de troubles psy, compréhension du corps, intrusion, sexualisation de l'acte, etc. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, Stéphanie, dans votre pratique sur ces aspects, plutôt pour les personnes qui ont des troubles psy. Bah oui, dans des établissements, il va y avoir un gros travail à faire. Ça dépend ce qui a été engagé ou pas, mais les patientes sont en besoin criant d'avoir un accompagnement dans ce domaine-là. Après, la démarche handi-gynéco ne se substitue pas au travail qui peut être fait dans les établissements autour de ce sujet dès lors que ça appartient à la pathologie des gens. Enfin, vous voyez, c'est pas... Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte, mais... Je me permets aussi, je ne sais pas comment vous lisez la question. Moi, je l'entends aussi dans le sens où comment on peut soutenir les besoins à partir du moment où c'est limité aux femmes et aux masses. Donc, j'imagine sur tous les autres établissements ou personnes à domicile ou tout ça. Et c'est là où je rebondis, et ce que disait le docteur Corbet aussi, c'est que Handigynéco est une des réponses que l'on vient proposer, mais vous avez les handi-accès. N'oubliez pas les consultations dédiées aussi. N'oubliez pas tous les professionnels autour également qui sont sensibilisés ou qui acceptent d'avoir des patients en situation de handicap. Donc voilà, comment on peut soutenir les besoins, et ben avec tout ce réseau, tous ces partenaires, et pour ce qui concerne les ateliers, comment on peut répondre aux besoins au niveau des ateliers, eh bien, il y a le centre Intimagir, hein, et vous avez le centre ressources Intimagir qui est aussi là en appui, que Clarisse s'occupe, où il peut y avoir aussi cette réponse pour si vous avez des besoins, j'imagine, sur le territoire. Enfin, en tout cas, nous, en Normandie, on travaille en partenariat aussi avec le centre ressources Intimagir, qui peut répondre aussi à ces demandes. Tout à fait, j'abonde dans cette intervention. C'est vrai que c'est un dispositif qui peut paraître rétréci pour certains, hein, mais c'est la mission Handigynéco avec des lettres de mission très précises et des missions très précises. En Bretagne, dans le cadre d'Intimagir, on a la chance que les 2 dispositifs soient sous la même responsabilité, dans la même dynamique. Donc, on va essayer d'aller plus loin et d'étendre le dispositif, pas qu'aux femmes, mais aussi aux hommes, parce que c'est vrai que ça concerne les 2 sexes, hein, toutes ces problématiques, et d'aller plus loin sur les autres structures et aussi sur les gens qui ne sont pas en structure, dans le cadre de l'accès aux soins de façon générale. Donc, c'est vrai que l'idée, c'est d'aller plus loin. Alors, aujourd'hui, c'était vraiment l'idée de présenter ce dispositif Handigynéco, mais on va s'appuyer sur ce dispositif aussi pour étendre un petit peu les offres, et toujours en partenariat, en échange avec des groupes de travail qui sont mis en place déjà dans le cadre d'Intimagir. Merci. Merci.
Alors ça, l'autre question, on a plus ou moins répondu aussi en partie. Je travaille en femme, adulte, autiste complexe. Pour les résidents, plusieurs consultations blanches seront nécessaires. Est-il possible d'en faire plusieurs et rapprocher? Le tarif est-il le même? On l'a déjà expliqué, hein. Après, toutes les autres consultations qui seront nécessaires, bien sûr, pourront être faites, hein, par la sage-femme, mais ça rentrera ça sera plus dans le cadre d'Andigynéco si c'est dans la même année. Voilà, ça rentrera dans des consultations classiques de droit commun. Donc, est-ce que les sages-femmes ne font que des consultations en cabinet ou aussi en établissement ou à domicile? Là, on l'a bien dit également. En fait, Andigynéco, c'est vraiment des interventions au sein des établissements médico-sociaux. On est vraiment dans une démarche d'aller vers. Donc là, voilà, nous, en tout cas dans le cadre d'Andigynéco, c'est vraiment une intervention au sein de la structure. Après, dans différents lieux de la structure, ça, on en a pas mal parlé, mais au sein de l'établissement. On nous pose la question en accueil de jour. Donc, on est vraiment sur les structures qui font de l'accueil permanent. On n'a pas, alors il n'y en a pas beaucoup, hein, qui font que de l'accueil de jour, mais on est vraiment, nous, sur les structures qui font de l'accueil permanent. Alors, je pense que on a déjà répondu à la question. Qu'en est-il des établissements foyers de vie femmes? Seules les femmes orientées femmes. Ah, pour les structures qui ont une double orientation, du coup, foyer de vie et femmes, est-ce que donc c'est que les femmes orientées femmes qui y ont accès? Docteur Corbet, est-ce que vous voulez compléter? A priori, c'est vraiment les femmes qui sont dans les établissements. Un joker, là. Joker. Mais on va peut-être se rapprocher d'Île-de-France, voir et puis, comment ils avaient fait. Je ne sais pas en Normandie ce que vous avez fait là-dessus. Alors, après, je crois qu'effectivement, on va mettre de la souplesse. Hein, oui, c'est un peu ce que j'avais. Je préfère que ce soit vous qui le disiez. Je pense qu'on va mettre de la souplesse, qu'on ne va pas laisser des gens à côté et que s'il y a un dispositif avec une structure mixte, eh ben, tout le monde y aura accès et puis on verra après, on s'arrangera sur les orientations entre Intimagir et Andigynéco. L'important, c'est que les gens aient accès et qu'on puisse permettre à tout le monde d'avoir accès aux soins. Et donc, encore une fois, on reste dans nos missions et on essaiera de faire au mieux et de ne laisser personne sur le bas-côté. Après, si on peut avoir des petites aides financières pour aller un peu plus, on ne dit pas non, hein, mais en tout cas, on fera au mieux. Merci beaucoup. Prévoyez-vous une formation également des gynécologues en formation? Donc, je suppose la question, une intervention comme on peut le faire auprès des écoles de sages-femmes, d'intervenir du coup auprès des médecins, futurs médecins gynécologues. Je pense que c'est ça la question. Bon, c'est à réfléchir. À réfléchir, parce qu'effectivement, pour le moment, on l'avait pas. Demande, pourquoi pas, hein. C'est vrai qu'au final, notre proposition d'accompagnement, que ce soit sur des actions de sensibilisation ou pourquoi pas la création de modules de formation, c'est vrai qu'on pourrait également voir ça par rapport aux médecins gynécologues. Donc, c'est une bonne question et on va la noter et la garder de côté pour voir si on ne pourrait pas effectivement appliquer la même démarche. Voir à des médecins généralistes s'ils souhaitent aussi bénéficier de ce type de formation. Je pense que là encore, l'idée, c'est de dire, si on améliore le niveau de formation de tous les intervenants, quelque niveau que ce soit, on améliorera la qualité de l'accès aux soins et la facilité d'accès au droit commun. Alors, des sages-femmes en libéral peuvent-elles quand même se saisir de cette formation et pratiquer sur le milieu ordinaire? Alors, je crois que c'est un petit peu ce que Stéphanie disait, hein, que effectivement la formation, elle apporte beaucoup, et puis qu'après, c'est porteur, quel que soit le public auquel voilà, on apporte nos services. Ce n'est pas totalement ce que j'ai compris à travers la question, si je peux me permettre. Oui. Est-ce qu'on peut faire la formation et ne pas faire Andigynéco et exercer ces nouvelles compétences acquises ailleurs? Non, en fait, la formation, elle est rémunérée, elle est payée, indemnisée. C'est dans ce cadre-là uniquement. Après, le bonus, si vous faites Andigynéco, c'est que vous pourrez en faire profiter toute votre patientèle. Voilà, il faut rentrer dedans. Merci. Pour le RSVA, avez-vous rencontré des difficultés dans la disponibilité des sages-femmes pour les consultations et actions de sensibilisation? Alors, pour ma part, je dois dire que on a eu des professionnels
exceptionnelle avec des sages-femmes très disponibles. Et en fait, dès leur formation, elles ont mis en place, je vous disais, on a eu ces réunions tripartites avec les établissements, elles ont pris les coordonnées, elles ont échangé avec les établissements, elles ont mis en place des choses et en fait, elles ont pu proposer dans leur calendrier des disponibilités dès leur formation, dès la fin de leur formation pour aller dans les établissements. Et le fait de prévoir en amont et d'anticiper fait qu'elles ont pu bloquer dans leurs agendas des dates qu'elles ont pu proposer aux établissements. Donc, au niveau de difficulté de disponibilité, pour l'instant, merci aux professionnels. Stéphanie, tu pourras en parler, mais en gros, les sages-femmes, sachant elles allaient être recrutées et formées, en amont, ont pu déjà bloquer des dates qu'elles ont pu proposer aux établissements et ça s'est fait très simplement. Enfin, moi, de ma vision. Oui, c'est assez simple. Moi, j'avais réservé des créneaux. Moi, je fais par demi-journée, en sachant qu'on peut voir 3, voire 4 patientes en demi-journée, mais il ne faut pas espérer voir davantage, hein, parce qu'effectivement, ce sont réellement des consultations longues. Donc, il faut prendre connaissance du dossier, prendre connaissance de la patiente avec l'équipe, voir la patiente faire les transmissions. Donc, voilà, mais en fait, ça se fait simplement comme on bloque tel créneau pour... Là, on parle beaucoup, c'est très administratif, tout ça, mais en fait, ça se fait tout bêtement. Merci beaucoup. Alors, on a eu donc une autre question. Est-ce que vous pourrez mettre sur le site vos coordonnées pour qu'on puisse vous joindre? Donc là, en fait, comme nos coordonnées sont notamment sur le diaporama, vous aurez toutes nos coordonnées puisque le diaporama va être transmis à tous les inscrits. Est-ce que le dispositif est déjà mis en place à Brest? Alors, en fait, comme on le disait, là, on va vraiment lancer tout juste là, après le webinaire, donc le déploiement de la démarche. Donc là, actuellement, en Bretagne, le dispositif n'est pas mis en place. Il est tout juste en cours de lancement avec vous aujourd'hui. Donc, est-ce qu'une consultation une fois ou vraiment renouvelable chaque année une fois? Merci. Donc, c'est vraiment une consultation dans le cadre d'Andigynéco par an, par résidente. Je pense que c'est ça la question qui a été dans le cadre d'Andigynéco une fois de plus. Hein. Après, bien sûr, il peut y avoir d'autres consultations, mais hors cadre Andigynéco. Excusez-moi, je vous coupe. Ça m'est arrivé d'être obligée de faire une consultation. Effectivement, c'est une consultation blanche concernant l'examen clinique, mais ce n'est pas blanc du tout par rapport à la discussion, les thèmes abordés, les explications. Et effectivement, d'être obligé de reprogrammer une autre consultation pour l'examen qui n'est pas revalorisé, mais bon, après, c'est le choix de chacun. Moi, je me suis dit, tant pis, je m'en fous. C'est quand même un petit peu plus long, on ne va pas se mentir, mais finalement, c'était le résultat de ce que j'avais semé la fois dernière. Donc, et puis là, j'ai pu faire un examen complet. Donc, bah, on s'autorise ce qu'on veut aussi. Hein. Faut garder à l'esprit que c'est du bonus. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on veut aussi. Et on est toujours, c'est comme dans notre cabinet, on est libre. Hein. Merci. Donc, on avait une question, mais je pense que Clotilde y a vraiment répondu tout à l'heure. C'est avez-vous beaucoup de sages-femmes volontaires en libéral sur la Normandie? Voilà, je pense que Clotilde l'a dit avec vraiment des professionnels très dynamiques et vraiment qui ont souhaité en nombre, je pense, assez significatif participer à la démarche. Si Clotilde, tu veux éventuellement redire un mot rapidement, mais... Oui, tout à fait. En fait, on a eu la chance d'avoir une belle réponse des professionnels libéraux et d'avoir beaucoup de sages-femmes volontaires pour ce dispositif. Alors, par contre, il faut savoir qu'on est limité en nombre de sages-femmes, c'est-à-dire que nous, en Normandie, on a 97 établissements qui peuvent rentrer dans le dispositif. Donc, il a été prévu et budgété une formation d'une trentaine de sages-femmes pour répondre à la demande, puisqu'une sage-femme peut aller jusqu'à voir jusqu'à 3 établissements
autour d'elle. Donc, du coup, on a eu, pour ma part, j'ai eu plus de demandes pour l'instant de sage-femme et j'en suis ravie. Et en fait, on regarde aussi, d'où la cartographie, on regarde aussi quelles sages-femmes et quels établissements sont le plus près, sont disponibles, tout ça. Et on ne peut former par contre qu'un nombre limité de sages-femmes. Merci. Donc sur la question suivante, c'est est-ce que le dispositif sera pérenne au-delà des 3 années de financement? Là, on va laisser le docteur Corbet répondre à cette question. Il faudrait rallumer votre micro. Pardon, oui. Merci. Les annonces faites par le président de la République à la CNH me font espérer que ce sera généralisé, hein, comme il l'a annoncé. Après, c'est vrai que nous, on a pour l'instant le financement sur 3 ans, mais en tout cas, on aura à cœur de stabiliser en tout cas les actions qui ont été proposées dans le cadre d'Andigynéco et de poursuivre de toute façon les actions auprès des femmes en situation de handicap sur le versant gynéco. Mais sur la méthodologie pure, là, nous, on a une visibilité sur 3 ans. Merci. Et puis une autre question peut-être auquel vous pourrez répondre, docteur Corbet, est-ce que les médecins généralistes avec un DU de gynéco peuvent participer au dispositif au même titre qu'une sage-femme? Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vrai que ça a été cadré plutôt dans le sens des sages-femmes libérales. Pour le moment, exactement. Nous, en tout cas, en Normandie, on s'est vraiment basé sur cette belle expérimentation en Île-de-France qui a été faite, où la réponse était vraiment de faire participer les sages-femmes libérales. Et c'est vrai que c'est une vraie question de voir un petit peu tous les professionnels autour qui pourraient être sensibilisés, mais pour l'instant, c'est pas dans le dispositif. Merci. Chez nous, il y a un problème de démographie des médecins généralistes. Je ne sais pas si chez les Bretons, c'est pareil, mais nous, ils n'auront certainement pas le temps de faire ça. Alors, on est en train de lire les questions, parce qu'on voit qu'il nous reste que très peu de minutes pour répondre à encore quelques questions. Alors, on a une question, je suis sage-femme, la formation qui doit avoir lieu en novembre est-elle en présentiel et si oui, où? Donc ça, c'est des choses que on vous donnera les informations dès que possible. La formation, oui, normalement, elle sera en présentiel. Ça sera donc soit novembre, soit décembre. Là, on attend d'avoir des dates au niveau de nos intervenants. Donc voilà, là sur ça, mais vraiment, les sages-femmes concernées, on leur transmettra les informations dès que possible. On est en train de travailler avec le RSVA sur tous ces aspects-là pour pouvoir avoir rapidement les informations nécessaires sur la formation. Je précise juste que c'est 3 journées consécutives. Oui. Obligatoirement. Donc préparez-vous à avoir 3 journées consécutives, novembre, décembre ou janvier 2024. J'attends les disponibilités des intervenants principaux. Après, peut-être une question pour Stéphanie Barbier. À quel rythme la sage-femme doit-elle être disponible une demi-journée par semaine, par mois? Vous avez parlé plutôt de demi-journée, c'est ça, où vous allez dans les établissements? Ah oui, moi au bout d'une demi-journée, je suis cuite, hein. C'est pas possible. Et donc, j'ai mis des… en fait, c'est comme on veut. C'est comme… Vous avez votre agenda, vous choisissez dans votre agenda. On propose à l'établissement. Moi, j'ai mis… alors, je suis dispo, paf, 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 paf. Et puis, ils ont fait leur marché dans mes dates, on les a fixés, et puis zou. Voilà, avec de l'anticipation, parce que moi, mes consultes, elles sont pleines à 2 mois. Hein, donc, de toute façon, ça ne peut pas être du jour au lendemain. Et c'est aussi un respect mutuel entre l'établissement et nous. Moi, je ne pose pas de lapin et eux non plus, hormis les épidémies de Covid qui ont eu lieu. Bon, là, c'est autre chose comme problème. Mais donc, moi, là, en fait, j'ai libéré… je dirais, ça dépend du nombre de patientes prévues. Hein. Chaque établissement va vous dire, dans tel établissement, on en a 10 ou 12, dans tel établissement, on en a 30, dans tel établissement, on en a 10. Enfin, voilà. Donc, selon, vous savez combien de demi-journées il faut.
J'ai envie de dire, c'est vraiment la sage-femme libérale qui va planifier son agenda aussi. C'est vraiment nous en Normandie. Donc là, Stéphanie fait en demi-journée. J'ai des sages-femmes qui font à la journée complète, selon la distance aussi qu'elles ont à faire et ce qu'elles ont bloqué dans leur agenda. Elles peuvent aussi faire des ateliers le matin, des consultations l'après-midi ou inversement, ou alors faire une journée complète de consultation. J'ai des sages-femmes qui m'ont fait des journées complètes de consultation pour voir toutes les patientes des établissements, parce que il y a aussi le nombre de patientes dans l'établissement qui importe. Si vous avez une trentaine de patientes, vous pouvez les voir en plusieurs fois, ça c'est sûr. Et puis si vous avez 3 ou 6 patientes dans l'établissement, j'ai des sages-femmes qui l'ont fait en une fois. Donc c'est vraiment la sage-femme qui va voir quel créneau je peux réserver, qu'est-ce que je peux ou veux réserver là pour cet établissement, pour ces patientes. Merci. Merci. Peut-être une dernière question pour vous, Clotilde. On a une question autour de vos chiffres. Combien environ de consultations ont eu lieu, d'ateliers? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous pouvez nous donner sur une année, du coup, sur une année, oui. Alors, je ne peux pas vous donner sur une année parce que ça a été lancé hier. Oui, c'est ça. C'est vrai. Donc, par contre, on a les premiers chiffres à 6 mois. Alors, pas de toutes les sages-femmes formées parce qu'on a formé 13 sages-femmes en novembre l'année dernière et on a formé 10 sages-femmes en mars dernier. Donc, du coup, j'ai les premiers chiffres pour les premières consultations. On en est à près de 150 consultations officiellement déclarées, pas qui sont faites, parce que j'ai des sages-femmes qui ont fait des consultations, mais qui ne les ont pas encore déclarées pour être financées. Mais en tout cas, déclarées et financées, on en est déjà à 6 mois à plus de 150 consultations et à plusieurs ateliers. Je crois qu'on en a financé pour l'instant 5 et il y en a d'autres qui arrivent là. Donc ça se met très vite en place. Merci beaucoup. Peut-être vraiment une toute dernière question, parce que peut-être que ça concerne d'autres structures. Pour les autres questions, on essaiera d'y répondre dans le mail qu'on vous renverra après le webinaire. Et il y a une question, nous travaillons déjà avec une sage-femme libérale qui vient dans notre établissement, mais qui n'est pas formée au handicap. Nous sommes intéressés par vos dispositifs pour les ateliers et avoir des consultations plus régulières. Comment s'y prendre? Conseiller la sage-femme de vous contacter. Donc là, je pense que oui. La réponse, vraiment, c'est oui. Il ne faut vraiment pas hésiter, au contraire, et même à lui transmettre, du coup, le questionnaire en ligne, en fait, qu'on va envoyer dans le mail après le webinaire. Comme ça, elle pourra reprendre des éléments en plus d'informations sur ce formulaire et puis nous contacter. Et puis, ne pas hésiter aussi à nous appeler pour un échange et avoir plus d'informations. Voilà, donc globalement, on a traité à peu près toutes les questions qui nous ont été posées. Merci beaucoup pour votre participation. Est-ce que dans les intervenants, il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose avant qu'on termine ce webinaire, ou est-ce qu'on a fait à peu près simplement, peut-être l'ensemble des informations seront disponibles sur le site Braille Santé Handicap, du coup. Alors, donc, à l'issue du webinaire, on va pouvoir diffuser le replay, donc la vidéo. Le diaporama aussi du PowerPoint va être diffusé en format PDF. On va également réaliser un document de synthèse et puis envoyer donc les questionnaires aux établissements et aux sages-femmes pour savoir s'ils veulent participer. Donc, ça permettra d'avoir toutes les informations. Oui. Voilà. Et effectivement, le replay sera également disponible sur le site internet de Braille Santé Handicap, mais de toute façon, on vous transmettra le lien pour accéder directement à la vidéo. Donc, bien, Madame Barbier, oui. Si mes consoeurs libérales souhaitent me joindre, elles peuvent passer par leur URPS. Et si elles ont des questions précises, je me ferai un plaisir de leur répondre. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, on vous remercie énormément pour votre participation à chacun, à nous avoir écoutés, et puis pour tous les intervenants d'avoir pu apporter des réponses et préciser pour le développement de ce dispositif Handi-Gynéco. Et puis, Clarisse et moi-même sommes ravis de pouvoir embarquer dans cette aventure. Et puis, bien sûr, nous sommes à votre disposition si vous avez des questions, besoin d'informations, et on vous espère nombreux au rendez-vous. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir.